Bientôt 22h30 sur LCI, toujours en compagnie de Samantha de Bendern, de Lucas Manger et de Michel Goya. Rebonsoir à vous. On a été rejoint par Aline Lebacq-Rémer. Bonsoir. Vous êtes journaliste, cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. Xavier Titelman, bonsoir à vous également. Vous êtes ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique et défense. Et Alexandre Melnik également. Guillaume. Bonsoir Alexandre, professeur en géopolitique, ancien diplomate russe. Une image à vous montrer. Souvenez-vous, c'était le 8 décembre dernier. Les rebelles entrent dans Damas, la capitale syrienne. À ce moment précis, le régime de Bachar al-Assad est renversé. Le président, lui, il prend la fuite par avion direction Moscou, où Vladimir Poutine lui offre l'asile politique. Mais aujourd'hui, on en sait un peu plus sur les conditions dans lesquelles il a fui, ou plutôt sur ce qu'il a emporté avec lui. Regardez, on sait qu'il a emporté $500 000 en espèces, des objets de valeur comme des tableaux et des sculptures, des documents, des ordinateurs portables et des disques durs contenant des informations classifiées. Michel Goya, est-ce qu'on a la moindre idée aujourd'hui d'où se trouve l'ensemble de ce butin ? Est-ce qu'il est toujours en Russie techniquement ? Question piège, vous avez 2 heures. Tout à fait. Oui, au moins une partie se trouve en Russie. Alors, on parlait surtout aussi de vol vers Abu Dhabi, qui est quand même aussi une sorte de hub, une sorte de zone grise quand même pour tout l'argent sale du monde, et accessoirement une zone grise en direction de la Russie. C'est par Abu Dhabi que passent aussi par exemple tous les trafics de pierres précieuses en Afrique qui servent aux intérêts russes. Tout simplement. C'est à Abu Dhabi que vous avez aussi beaucoup de sociétés de la flotte fantôme de pétrole. Enfin, bon. Donc il y a aussi quand même, Abu Dhabi, c'était aussi un endroit où il a dû stocker quand même pas mal de choses. En sachant que du côté russe, il pourrait en reprendre possession, c'est ça que vous dites ? Oui, de toute façon, oui. A priori, il peut toujours en reprendre possession maintenant qu'il est dans une zone à peu près sûre. Qu'en Russie, rien n'est jamais certain. Rien n'est jamais quand même certain. Il faut quand même rappeler que oui, il est quand même parti. Tous ces transferts se sont faits via la base de Mémine, qui était la base aérienne russe sur place. Sans l'aide des Russes, tout ça n'aurait pas pu se faire. Et ça s'est fait un petit peu globalement, un peu dans la panique, dans l'urgence. Au dernier moment, il a averti personne et puis il a lâché tout le monde. Littéralement, oui. Oui, non, complètement. Et il est parti avec le maximum de pognon, quoi. Lucas Manger. J'ajoute à ce que dit Michel qu'il est effectivement parti dans la panique et une forme de précipitation, mais que ce qu'on sait, c'est que dans les dernières 48 heures où il a compris, parce qu'il est tout sauf bête et surtout très bien renseigné, il avait compris qu'il était en train de perdre le pouvoir et que globalement, l'armée surtout ne le défendrait pas. Et dans les dernières 48 heures, on sait qu'il a organisé dans un secret absolu, y compris son assistante personnelle, n'était absolument pas au courant du fait qu'il partait, planifiait à sa demande des rendez-vous avec un certain nombre de dignitaires, des généraux de l'armée syrienne, et qu'il quitte son palais en fin d'après-midi, le palais présidentiel en fin d'après-midi, sans prévenir personne, à part son frère, qui est le chef des forces spéciales de l'armée de l'air, et qu'il y a dans les dernières nuits de son départ de Damas vers Moscou, via la base russe, un certain nombre un très petit nombre de personnes qui sont au courant et qui probablement l'aident effectivement à charger ce ou cet avion, parce qu'il y en a un qui le transporte lui, mais il y en a peut-être eu d'autres qui sont partis un peu avant. Voilà. On parle de 4 avions en tout qui seraient partis un peu avant et un peu après. Et dans ce cas-là, ce sont des gens qui, dit qu'il faut essayer de se mettre dans la tête de ces gens-là, mais ce sont des gens qui prévoient toujours le pire. Donc il y a de l'argent qui est à l'extérieur. On sait qu'il avait déjà beaucoup d'argent investi à Moscou, investi aux Émirats Arabes Unis. Il y avait des appartements à Moscou, mais que ce sont des gens qui, par exemple, ont énormément de cash à disposition, parce que le cash, c'est ce qui permet de voyager. Donc ce cash, il embarque dans les soutes de l'avion, et ça, il y a 3-4 personnes dans la confidence. Mais il a trahi tout le monde. Il a trahi tout le monde, sauf les quelques personnes de sa famille, et de sa famille au sens à la fois sanguine et des quelques proches qui sont, encore une fois, je vous dis, son assistante, par exemple, son assistante historique. C'est de dire la méfiance, en effet. La méfiance absolue. Donc, effectivement, ces gens-là, quand ils quittent le pouvoir avec quelques biens. On va voir ça dans le détail, mais d'abord, Alexandre Melnik, est-ce que selon vous... C'est la manœuvre la plus réussie de toute la période. La seule manœuvre... La seule qui a réussi. C'est pas faux. Alexandre Melnik, est-ce qu'on peut imaginer que Vladimir Poutine a exigé une partie du pactole, justement, pour assurer sa protection sur le sol russe ? Parce que d'un côté, on peut se dire, jamais rien n'est gratuit pour Vladimir Poutine, et de l'autre côté, de l'argent, il en a déjà, Vladimir Poutine. Vous pensez qu'elle a besoin de pactole supplémentaire, Poutine ? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Elle est déjà suffisamment riche, elle a toutes les richesses de son pays en sa possession. Mais par contre, ce qu'il veut montrer, Poutine, c'est que son pays est très attirant pour les tyrans.
Donc, c'est-à-dire, déjà, il avait accueilli Yanukovych, si vous vous souvenez. Donc, c'est l'ancien président ukrainien qui s'est enfui, qui a fui son pays en 2014. Donc, suite à cette révolte populaire sur la place de Maïdan. Et donc, qui est parti aussi, Yanukovych, avec son pactole, d'ailleurs, et qui se cache quelque part, et qui le cache, d'ailleurs, pactole. Ce qui prouve que Poutine, aujourd'hui, est au cœur même de ce qu'on peut appeler l'international des dictateurs, et en fait déchus, des dictateurs déchus. Et donc, et ce qui prouve aussi le narratif du Kremlin que Poutine ne lâche jamais ses alliés. Mais... Donc, quelle que soit donc la suite, l'évolution des événements, il sera toujours fidèle en amitié. Est-ce que c'est vraiment la seule chose qu'il a à gagner là-dedans, Vladimir Poutine, Aline Le Bacrémer ? Ce qu'il a gagné, en tout cas, ce qu'a gagné quand même, c'est qui a gagné quand même dans cette histoire, c'est Bachar el-Assad. Pour revenir sur l'exil qu'il avait déjà organisé d'un point de vue évasion fiscale depuis des années. On parle de 40 millions, à minima 40 millions de dollars de promotion immobilière, de biens immobiliers. On parle de 19 appartements depuis au moins 10 ans qui étaient achetés, qui étaient investis. Donc on sait. En plus, où la question où il est, on a quand même quelques indices. Il serait en effet voisin ou à peu près de Yanukovych, voisin de la famille de Milosevic aussi, dans une banlieue huppée de Moscou, dans ses appartements. Donc on est aussi en face d'un régime qui a organisé le vol de l'argent public de tout un peuple aussi. Sa femme, Asma, qui a fait beaucoup de charme à l'Occident en se présentant comme parangon de féminisme, mais en réalité sa fondation exfiltrait beaucoup d'argent de Syrie. Par ailleurs, il a été question de vidage de caisses de banque centrale syrienne à l'occasion justement de remboursement d'aides militaires à Vladimir Poutine à hauteur de 250 millions de dollars. Donc il n'est pas exactement... comment dire, forcément dans le besoin, oui. Là où il est. Donc ce que gagne Vladimir Poutine, c'est les quelques amis qui lui restent, c'est donc entre autres les Coréens du Nord, la famille de Milosevic, Bachar el-Assad, voilà, c'est de ça dont on parle. Les chiffres donnent en effet le tournis, surtout quand on sait quand même que a priori, sa fortune estimée personnelle à Bachar el-Assad serait entre 1 et 2 milliards de dollars. Certains disent même jusqu'à 400 milliards de dollars, Samantha de Bender. Là, on parle quand même sur des chiffres qui sont littéralement ubuesques. Oui, après, est-ce que ça lui appartient directement ? Est-ce que c'est passé par ce qu'on appelle des hommes de paille, donc c'est-à-dire des personnes qui détiennent l'argent en leur nom, mais qui appartient à la tierce personne ? Est-ce que c'est via des holdings auxquels il n'aurait peut-être plus accès ? Ça, on ne sait pas. Ce qui est sorti dans l'information publique, c'est qu'au moment où la banque centrale syrienne, justement, est en train de vider les coffres pour envoyer de l'argent à Moscou, que 2 tonnes de billets de dollars ont transité entre la Syrie et la Russie. 2 tonnes, c'est absolument énorme. C'est gigantesque. Alors, c'était pas des grosses coupures, mais même... Et donc, ensuite, quant à la vie de Bachar el-Assad à Moscou, oui, il est sans doute dormi dans une cage dorée. Beaucoup de rumeurs ont circulé très très tôt après la fuite que son épouse voulait rentrer au Royaume-Uni, son épouse britannique, mais les parents de l'épouse ne sont plus dans leur maison habituelle. Et là encore, malheureusement, on ne parle que de rumeurs. C'est de l'information qui n'est pas confirmée, mais tout laisse à présager que les parents maintenant de Asma sont à Moscou. Et que Asma ne peut pas aller au Royaume-Uni malgré le fait qu'elle ait un passeport britannique, des rumeurs sur sa maladie, des rumeurs sur un éventuel divorce, mais le fait c'est que les Russes ne veulent pas la laisser partir, les Anglais ne veulent pas l'accueillir, les Russes ne veulent pas laisser partir les enfants non plus, et Bachar el-Assad est confiné dans la région moscovite. Donc c'est pas du tout une vie, il a peut-être beaucoup d'argent et des beaux appartements et encore des beaux vêtements et tous accoutrements de la richesse, mais il reste un prisonnier. Alors, si on regarde un petit peu en détail les 3 vols qui ont servi à transporter l'ensemble de ces marchandises, on regarde en effet les 2 premiers vols. Eux, ils ont transporté des membres de la famille Assad, ainsi que de l'argent liquide et des objets de valeur. Le 3e vol, lui, a servi à transporter donc encore de l'argent liquide, des ordinateurs et des disques durs. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ces disques durs, Michel Goya ? Je vais me poser des questions. J'aime bien vous prendre en traite ce soir. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet,
faits, qu'est-ce Des qu'on a criminels dessus de guerre, des gens qui seraient voilà, susceptibles de justement. répondre à la justice internationale. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce sont des fameuses données bancaires, justement? C'est des éléments pour récupérer l'argent? C'est quoi? Ou c'est un peu de tout ça? Des complicités étrangères. Tout le monde peut répondre à cette question. Hein. Oui, non, mais voilà, ça peut être des dossiers sur tout le monde, ça peut être des contacts, ça peut être... puis voilà, puis il faut quand même rappeler effectivement que la Syrie, c'était quand même le théâtre d'un certain nombre d'exactions, de crimes de guerre, de crimes en tout genre, de l'emploi d'armes chimiques, enfin c'était une région épouvantable, c'était accessoirement aussi un véritable narco-État, une grande partie de ce pognon, de cet argent vient quand même aussi du trafic du Captagon, etc. Enfin, donc c'est un État mafieux, quoi, et donc il a des dossiers de mafieux, globalement. Et de mafieux sanguinaires, qui plus est dictateur, mafieux sanguinaire. Oui, absolument. Ce type d'information, éventuellement d'aide étrangère, de qui a été gens qui seraient mouillés. quoi je ne sais pas. Par exemple, des députés qui ont été de toute nationalité, qui ont été salués. Le régime et peut-être des numéros de compte en banque, par exemple, qui pourraient justifier tel soutien ou tel alors des députés ou autre chose. Enfin, tout ce qui entoure un État mafieux en réalité. Donc, c'est-à-dire corruptible, mais qui corrompt également et qui a corrompu beaucoup de gens et qui a en effet à sa charge, à son bilan, une immensité de crimes de guerre effroyables. Peut-être dans ces disques durs, je ne sais pas, les noms, les 06 des gardiens de la prison de Sadnaya, qui a été considéré comme un abattoir humain où les gens sont morts dans des conditions effroyables. Tout ce qui entoure ce type de régime. David Eitelman. Il y a deux petits éléments. Effectivement, il y a le fait de potentiellement vouloir faire disparaître les crimes et les culpabilités qui pourraient incomber à son régime et à sa famille, mais aussi effectivement quelles ont été les complicités. Et là, remettre entre les mains de Vladimir Poutine la preuve que éventuellement tel député français aurait fait telle opération sur place, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des moyens de pression sur des hommes politiques qui auraient plus ou moins collaboré. Exactement. Des listes de compromis. Et donc, en fait, c'est un atout maître pour la Russie d'avoir comme ça une série de compromates qui sont tous ceux qui ont plus ou moins collaboré avec le régime d'El-Assad. Alors, quand même, Alexandre Melniki, il y a les autorités syriennes qui ont exigé même que la Russie extrade Bachar al-Assad et qu'on rende une partie de l'argent et des biens qui ont été transportés. Est-ce que ça a une chance d'arriver ou absolument jamais? Il est fidèle, Vladimir Poutine. Ils ont répondu. Ils ont quand même bien fait. Ils ont quand même bien fait de le faire. Ça, c'est tout à fait la démarche que je trouve cohérente et logique. Mais il n'y a aucune chance que cette demande aboutisse. Parce que Vladimir Poutine est fidèle en amitié. Parce que Vladimir Poutine et Bachar al-Assad, ils sont liés. Ils sont liés justement par ces liens qui sont très étroits. Parce qu'il ne faut pas oublier alors donc la préhistoire de ces relations. Je ne veux pas rentrer dans l'espace soviétique avec son père qui était déjà au pouvoir et le pouvoir soviétique. Mais souvenez-vous que quand même Poutine, en 2013, lorsqu'Obama a fait cette volte-face et refusé justement de bombarder Damas après l'utilisation des armes chimiques, et pour Poutine, c'était un signal de la faiblesse de l'Occident. Donc elle a compris qu'il peut s'engouffrer dans cette brèche, qu'il n'y a pas de garde-fou, et finalement c'était en 2015, je crois, la première intervention russe à l'extérieur, c'est-à-dire en dehors de ce qu'on appelle l'étranger proche. Donc il y a du compromat, certes, comme disait Xavier, mais peut-être il y a aussi des liens très particuliers entre Poutine et Bachar.